Moltes gràcies, alcaldes, moltes gràcies, president de la província de Salerno. Comencem en aquest moment les sessions de debat que hem preparat perquè tots plegats al final de la tarda puguem arribar a l'aprovació de les conclusions de la reunió d'avui de l'Arc Llatí. I no podríem començar de millor manera que amb la presentació que ens farà el president de l'Arc Llatí, Monsieur André Viola, président de l'Arc Llatí, président du Conseil général de l'Aude. Je vous cède immédiatement la parole pour que vous nous expliquiez les éléments les plus importants du document politique qu'aujourd'hui on est en train de débattre et on va essayer d'approuver. C'est à vous, Monsieur le Président. Merci, merci Madame, merci le Président, Monsieur le Président de la province de Salerne et Monsieur le maire de Ravello pour l'accueil dans ce magnifique cadre. Effectivement, aujourd'hui, 500 millions d'Européens utilisent tous les jours des services tels que les transports, l'eau, la gestion des déchets, ça vient d'être évoqué. Leur organisation et leur mode de financement varient selon les pays. Mais ils ont tous pour point commun d'être des services de proximité au bénéfice direct des populations et des acteurs économiques mis en œuvre par des gouvernements locaux. En Europe, il existe 92 500 gouvernements locaux qui mettent en œuvre 80% des politiques européennes en appliquant le principe de subsidiarité. L'échelon appelé gouvernements locaux intermédiaires constitue un trait d'union entre le niveau municipal et régional, étant le principal interlocuteur pour tous les acteurs locaux pour l'Union européenne. Pour aborder l'importance de ce niveau d'action politique, ce séminaire a été organisé ce matin dans le cadre des travaux de l'Arc Latin. Je voudrais remercier tous les intervenants qui ont bien voulu participer aux échanges et nous faire partager leur point de vue. Je sais par avance que les pistes qui ressortiront seront riches et permettront de franchir une étape de plus dans la reconnaissance du rôle des gouvernements locaux intermédiaires. Je vais introduire les axes du débat, puis je laisserai les intervenants faire part de leur position pour ensuite laisser libre cours aux échanges. L'Europe et le monde font face à une crise financière et économique profonde, entraînant des mesures de réduction des dépenses publiques radicales. Ainsi, les États font des coupes sombres dans les budgets, entreprenant des réformes diverses et variées, dont certaines impactent la réorganisation territoriale, jusqu'à proposer la suppression de certains échelons territoriaux. Présentées sous l'angle de la réduction de la dépense publique, ces mesures peuvent nuire à la cohésion territoriale, à l'économie locale et par conséquent à la qualité de vie des citoyens, en réduisant la capacité pour les échelons intermédiaires, comme les départements, les députations ou les provinces, d'organiser les services de proximité nécessaires aux citoyens, aux entreprises et aux communes. Dans ce contexte, l'Arc Latin, lors du conseil d'administration de Turin le 2 décembre 2011, a décidé d'alerter sur les conséquences des décisions de réorganisation territoriale et de communiquer auprès des instances de l'Union européenne et des États sur le rôle clé que jouent les gouvernements locaux intermédiaires pour la cohésion territoriale et la gouvernance multiniveau de l'Union européenne. C'est ainsi qu'est née, sur proposition de la province de Salerne, l'idée d'élaborer un document politique réalisé par le secrétariat permanent de l'Arc Latin en collaboration avec les membres du réseau et ceux de la Confédération européenne des pouvoirs locaux intermédiaires. La qualité des contributions émanant d'un grand nombre de collectivités confère à ce document une légitimité assise sur cette représentativité. Toutes les contributions n'ont pas été intégrées dans le document final,
mais vous pouvez toutes les retrouver sur le site internet de l'Arc-Latin. Ce document politique, une fois validé par l'Assemblée générale de cet après-midi, sera diffusé aux institutions européennes, parlementaires européens et nationaux, ainsi qu'aux gouvernements nationaux respectifs des pays de l'Arc-Latin, dans le but de défendre le rôle et l'existence des gouvernements locaux intermédiaires. En ce sens, il peut être considéré comme un instrument de lobbying. Alors, quel est le contenu de ce document politique? En premier lieu, il présente une analyse des compétences et des fonctions des gouvernements locaux intermédiaires. Dans les 27 pays de l'Union européenne, 23 ont un niveau de gouvernement intermédiaire, dont 17 sur le niveau régional et 14 sur le niveau groupement de régions. Ils sont tous issus d'un processus de décentralisation plus ou moins ancien, près de 150 ans en Italie, 30 ans à peine en France, et sont l'expression d'une démocratie locale, les assemblées délibérantes de la majorité d'entre eux étant élus au suffrage universel direct. Les compétences et leurs modes d'exercice sont classés suivant 4 modèles d'organisation territoriale: nordique, anglo-saxon, continental ou méditerranéen. Cette analyse met en évidence les points communs et les différences de ces 4 grands modèles d'organisation. Par exemple, dans les modèles nordiques, l'autonomie fiscale des gouvernements locaux intermédiaires représente près de 70% des recettes, alors que dans les pays centralisés, tels que la France, l'autonomie fiscale ne représente qu'un peu plus de 50%, et pour les pays méditerranéens, l'Espagne et l'Italie, un peu moins de 50%. Or, l'autonomie fiscale est un corollaire de la capacité d'exercer des compétences. Dans les modèles nordiques, on retrouve les compétences obligatoires en matière de santé, que dans les pays méditerranéens, les gouvernements locaux intermédiaires exercent davantage des compétences en matière d'assistance aux communes, de programmation, de coordination. Au-delà de la simple analyse comparative générique, le document veut mettre en lumière les services que fournissent les gouvernements locaux intermédiaires de l'Arc-Latin et de la CEPLI et leur rôle auprès des citoyens, des entreprises et des communes. La deuxième partie de ce document expose donc des exemples concrets de services que les administrations fournissent soit en direction des citoyens, des entreprises ou des communes. Une 50aine de bonnes pratiques ont ainsi été mises en avant. Parmi elles, près de 50% concernent des services d'excellence que les gouvernements locaux intermédiaires apportent directement aux populations, tels que la création de réseaux départementaux de points d'information touristique, ou bien la création d'un pôle de compétitivité numérique regroupant acteurs locaux privés et publics, ou bien la mise en œuvre de plans d'amélioration urbains améliorant la qualité de vie des citoyens. 26% des bonnes pratiques concernent directement les services apportés aux citoyens et à la société civile. À ce titre, on peut par exemple citer la mise en place de réseaux départementaux de transport avec un tarif unifié, ou bien la mise en place d'une politique volontariste pour l'insertion des citoyens en difficulté. 11% des bonnes pratiques recueillies concernent exclusivement les services apportés aux entreprises sur leur territoire. On peut citer à titre d'exemple la mise en place d'un pôle chimique durable ou bien la mise en place d'un référentiel qualité et de l'attribution d'un label de qualité pour les entreprises du territoire. 16% concernent des services spécifiquement offerts aux communes et aux groupements de communes de leur territoire, soit en coordonnant les aides, soit en planifiant, soit en leur fournissant des services. En développant par exemple des services d'assistance aux communes, notamment dans le développement et le soutien de leur action à l'international, ou bien dans la gestion de leurs ressources hydriques et d'assainissement. 20% des bonnes pratiques ont un caractère transversal et concernent plusieurs types de services que les gouvernements locaux intermédiaires offrent, tels que l'aide au montage de projets
ou bien la mise en place de maisons départementales. Près de 60% de ces bonnes pratiques recueillies mettent en évidence le rôle fondamental de coordination des acteurs économiques et sociaux du territoire. Enfin, les bonnes pratiques identifiées mettent en avant la gestion efficace rendue par les gouvernements locaux intermédiaires, qui sont souvent les interlocuteurs privilégiés des régions et des gouvernements nationaux. On peut donc dire que les gouvernements locaux intermédiaires jouent un rôle fondamental dans la planification et la coordination des acteurs de territoire, mais également dans l'économie locale. Je ne vais pas vous décrire l'exhaustivité de ce document, mais je voulais vous donner assez d'éléments pour pouvoir évaluer l'impact que peut avoir la décision de supprimer tel ou tel niveau de gouvernement intermédiaire. Il ne s'agit pas d'ergoter sur le maintien ou la suppression de tel ou tel échelon. Il s'agit de définir les services nécessaires à rendre aux populations, aux entreprises et aux communes, d'évaluer le degré de proximité le plus efficient et d'organiser en conséquence la complémentarité de l'action publique de l'Union européenne jusqu'à la commune. Les gouvernements locaux ne doivent pas être considérés comme des variables d'ajustement pour soi-disant réduire la dépense publique et ainsi répondre à un contexte de crise économique. Ils doivent être considérés comme des instruments utiles et performants, en capacité d'atténuer les effets de la crise économique, au contraire, à court terme et à long terme, de produire une amélioration des conditions de vie et une efficience économique. Au-delà de la question des compétences, ces réformes structurelles envisagées par certains États doivent nous interroger. Ne sont-elles pas en contradiction avec les politiques européennes et l'application du principe de subsidiarité? Ne remettent-elles pas directement en cause l'application de la Charte européenne d'autonomie locale? La suppression de ces échelons, pour la plupart élus au suffrage universel direct, ne constitue-t-il pas une régression démocratique? Il faut être conscient qu'à la suite des événements symboliquement nommés le printemps arabe, les pays du sud de la Méditerranée sont en train de réfléchir à la création de pouvoirs locaux dans la construction de leur démocratie, souhaitant s'inspirer pour cette organisation territoriale de la démocratie et de son efficacité en Europe. Autant de questions que je pense les intervenants à cette table ronde aborderont et apporteront leur éclairage. Afin de leur laisser la parole, je vous annonce que je vais proposer à l'Assemblée générale de l'Arc-Latin cet après-midi de reprendre les recommandations de ce document politique et de voter une déclaration politique intitulée « Manifeste de Salerne », dont voici les grandes lignes pour conclure. Tout processus de réforme ou renouvellement de l'architecture institutionnelle doit garantir le rôle politique des organismes de niveau intermédiaire, étant donné qu'ils constituent une des conditions requises pour offrir de meilleurs services au territoire et à ses parties prenantes, et pour légitimer et responsabiliser démocratiquement, depuis le bas, le gouvernement supramunicipal. Les organismes locaux intermédiaires doivent se munir des moyens et des outils techniques et financiers pour continuer à exercer leurs fonctions clés de réseau des parties prenantes du territoire, d'assistance aux municipalités et de création d'économies d'échelle territoriale à contenu élevé d'innovation et de durabilité. En particulier, un rôle de premier plan doit être confié au niveau intermédiaire dans la planification territoriale, dans l'assistance technique et financière aux petites et moyennes municipalités du territoire et dans les politiques de relance de l'emploi au niveau local. L'Union européenne doit profiter au mieux des grandes potentialités des gouvernements locaux intermédiaires pour renforcer d'une part les identités territoriales locales et d'autre part l'identité européenne. Il est nécessaire de doter les acteurs locaux intermédiaires de fonds européens plus importants et de les impliquer davantage dans la programmation des fonds structuraux et dans les initiatives phares de la stratégie UE 2020. Les gouvernements locaux intermédiaires doivent aussi
être davantage pris en considération dans la préparation de la législation européenne, dont l'application à 80% aura un impact sur le territoire de sa compétence. En ce sens, les pouvoirs du Comité des régions doivent être augmentés dans l'architecture européenne. Enfin, l'Union européenne et les États membres doivent valoriser le mieux possible le rôle et le potentiel des gouvernements locaux intermédiaires dans la coopération décentralisée avec les acteurs locaux des pays en voie de développement. Je vous remercie.